je vais essayer de vous parler rapidement. Je vais prendre un rythme un peu rapide pour essayer de passer à travers tout ce que je voulais vous dire. La manière de laquelle, pour explorer la physiopathologie des états de troubles de conscience, je vais prendre une approche qui est centrée par la clinique, qui est le problème, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un patient non communicant est conscient ou pas. Et rapidement, j'aimerais commencer une très brève intro, purement clinique, purement sémiologique. Quand vous faites de la neurologie, moi je suis neurologue, et donc quand vous êtes neurologue, mais c'est vrai pour tout médecin, mais c'est encore plus vrai en neurologie, pour être un bon neurologue, il vous faut deux casquettes, ou plutôt 2 pieds pour avancer. Il y a un premier pied qui est ce qu'on peut appeler, moi j'appelle ça la partie psychologique, curieusement. L'approche psychologique, c'est que vous allez interroger le patient. Un patient qui vient avec des céphalées, ou avec des hallucinations, ou avec un trouble moteur, ou avec un trouble mnésique, c'est tout à fait général ce que je vous dis. Et en interrogeant savamment le patient, en collectant ce qu'on peut appeler ses rapports subjectifs conscients, comment il vit ce qui lui arrive, eh bien, vous allez pouvoir construire un diagnostic. Et comme vous le savez, cette partie-là, elle est complémentaire avec la partie qu'on peut appeler comportementale, c'est taper les réflexes, vérifier les réflexes du tronc, etc. Bon. Et souvent, les gens ignorent ça. Mais quand vous êtes un bon neurologue, la partie 2, c'est pas la plus compliquée. Parce que vous l'apprenez, quoi. Mais la partie la plus dure, c'est la partie 1. Parce que si vous êtes un bon clinicien, vous le savez, en interrogeant un patient céphalalgique pendant 40 minutes, vous avez le diagnostic. Un patient que vous interrogez bien, vous pouvez... Et si par contre, vous êtes nul sur l'aspect recueil des données psychologiques du patient, eh bien, vous pouvez partir sur des fausses pistes, il faut faire des IRM, des PL, des EMG, ce que vous voulez, vous serez souvent un peu dans le flou. Donc pour être un bon neurologue, il vous faut les deux jambes. Et juste pour aller vite là-dessus aussi, il y a des cas où, d'ailleurs, vous ne savez le trouble du patient que par la partie psychologique. Un patient halluciné, vous savez qu'il est halluciné grâce à ce qu'il vous raconte. S'il vous raconte rien, vous ne le savez pas. Vous pouvez vous dire, est-ce qu'il n'est pas en train d'halluciner? Mais donc, il y a des situations où c'est purement la partie psychologique qui permet d'observer le trouble. Et deuxième chose, parfois, et surtout en neurologie, l'absence, un défaut de rapport subjectif est aussi de grande valeur. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie. Un patient qui a une hémiplégie gauche et il vous raconte qu'il n'est pas hémiplégique, eh bien, ça vous permet de rentrer aussi dans la sémiologie. Et donc, vous voyez bien que cet aspect-là, pour pouvoir construire ces diagnostics-là, il faut accéder à ce que pense le patient. Et donc, un bon neurologue, il a les deux jambes. Mais parfois, le neurologue devient unijambiste, c'est-à-dire qu'il n'a plus qu'une seule jambe pour avancer. Et évidemment, c'est le cas des patients non communicants, chez lesquels, par définition, vous ne pouvez pas les interroger. Donc, vous devez vous débrouiller qu'uniquement avec les outils de comportement. Outils de comportement, c'est donc tout l'examen neurologique classique que vous connaissez bien. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure à l'instant, donc je capitalise sur ce temps, que la neurologie a permis de découvrir au XXe siècle que l'éveil et la conscience, ce n'est pas la même chose. On peut être éveillé et pas conscient, ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, hein, vous savez, et même parfois les médecins, les collègues, etc. Donc l'approche neurologique comportementaliste, ça veut dire le développement de l'observation des comportements des patients, l'examen clinique, mais sans avoir accès à ce que pense le patient, ça permet déjà de faire beaucoup de choses. Et ça permet notamment d'arriver sur la physiologie du coma, avec la réticulée que vous connaissez, qui projette vers le thalamus, vers le cortex, etc. Mais vous savez donc que pour être conscient, il faut être éveillé. Donc quand vous n'êtes pas éveillé, vous n'êtes pas conscient. Coma, anesthésie générale, sommeil profond. Mais quand vous êtes éveillé, que ce système-là de réticulée active bien le cortex, il faut autre chose pour être conscient, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il faut cette conversation corticale, cortico-corticale dont je vous parlais. Et donc typiquement des patients végétatifs, ce sont des patients qui ont une réticulée qui ne marche pas si mal, mais qui ont des lésions bilatérales, souvent des réseaux frontopariétaux. Et donc même lorsqu'ils ont les yeux ouverts, que leur réticulée est active, eh bien cet allumage du cortex est associé à une lésion tellement massive de ces réseaux corticaux qu'il n'y a pas d'expérience consciente. Donc la vigilance est une condition nécessaire mais pas suffisante. Et d'ailleurs, c'est la découverte de la neurophysiologie lyonnaise des années 50, avec Jouvet, etc., que vous êtes aussi parfois conscient pendant que vous dormez. C'est le sommeil paradoxal. Et vous savez que le sommeil paradoxal, ce qu'il a de paradoxal, c'est qu'alors que le patient semble endormi, son cortex est éveillé. Donc pendant le sommeil paradoxal, vous avez bien un niveau d'éveil cortical et une expérience consciente qui est particulière sur laquelle je ne vais pas m'appesantir. Donc, la neurologie unijambiste, elle permet de faire déjà beaucoup de choses. Et notamment, dans le domaine des troubles de conscience, vous avez sans doute tous été confrontés à ce cadre qu'on appelle les patients végétatifs. Et les patients qui ne sont pas végétatifs, qui sont déjà mieux que ça, on appelle ça l'état de conscience minimal. D'accord ? Minimally conscious state.
Au lit du malade, d'ailleurs, je vous invite tous, si vous ne l'utilisez pas, à utiliser une échelle qui a été validée en français par nos collègues de Liège, le groupe de Stephen Loreys. C'est l'échelle de la CRSR, Coma Recovery Scale, et la version Revised, CRSR. Vous pouvez la télécharger, il y a des vidéos de formation. Elle se fait en 20 à 30 minutes chez un malade, quand vous êtes bien formé. Il y a bientôt un séminaire de formation à Liège, d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire. Donc c'est une très très bonne échelle. Le Glasgow, ça permet de voir est-ce qu'il y a le coma ou pas de coma. Et la CRS, elle permet de dire les patients ont de l'éveil, mais est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils sont végétatifs? Minimalement conscients ou végétatifs. Par exemple, un patient les yeux ouverts qui ne communique pas mais qui peut suivre des yeux une cible visuelle, par exemple un miroir, on sait déjà qu'il n'est pas dans les critères de patient végétatif. Il est dans un état plus riche. D'accord? Mais là où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est que même quand vous voyez les définitions de nos collègues, nous on les utilise tous les jours, hein, comme vous j'imagine, elles sont très précieuses, mais en fait, elles ne nous parlent pas du tout de la vie mentale du malade. On ne peut pas savoir si le malade a une expérience subjective. On peut juste voir une chose, c'est qu'un patient qui est en état dit de conscience minimale, ça c'est un point très important, ce que ça veut dire quand vous voyez les échelles cliniques qu'on utilise, c'est ça la CRS, ça veut dire simplement que l'observation de son comportement montre que son comportement ne se limite pas à des réflexes du tronc cérébral, mais qu'il y a la contribution de régions corticales. Par exemple, des régions frontal-eye field ou réseaux fronto-pariétaux pour des poursuites visuelles, etc. Donc quand vous avez un patient, et il faut faire ça, c'est très important, mais en fait, vous n'avez rien sur la conscience, sur l'aspect subjectif, puisque vous ne pouvez pas interroger le malade, mais vous avez une information sur le fait que le cortex participe de manière fonctionnelle au comportement du malade. D'accord ? Et cette différence-là, elle permet de dire qu'on n'est pas dans l'état végétatif. Voilà. Alors, pour autant, je suis en train de vous dire que c'est de la neurologie qui reste unijambiste, et c'est vrai, mais elle est très importante. Et j'aimerais en profiter pour vous convaincre, en réanimation, que faire la différence entre un patient VS ou MCS, en fait, c'est très important. Même si à la phase aiguë, ça peut vous paraître un peu il suit des yeux, ça change quoi, etc. En fait, c'est très important et plusieurs études, je pense une étude du groupe de Jacques Lyoté à Lyon, une autre étude et un travail avec Frédéric Faugeras et Benjamin Roux qui montraient en fait que le pronostic, en essayant d'éviter les biais de prophétie autoréalisée, etc., avec des limitations de soins, si les patients sont végétatifs, alors ils vivent moins, etc. Même quand vous prenez en compte ces risques-là, eh bien vous vous rendez compte que les patients qui sont VS, ils ont un moins bon pronostic que les patients MCS, pas seulement pronostic de survie, mais pronostic de récupération de la conscience. Donc c'est un savoir qu'il faut maîtriser et qui est très important. Mais néanmoins, il est incomplet et il nous expose à de grandes limites et à de grands problèmes aussi avec de communication, d'expliquer aux gens, d'expliquer à nos collègues, aux familles, etc. Donc il faut faire mieux. Alors comment on peut faire mieux? On peut prendre plusieurs approches. Je ne vais pas les développer toutes pour qu'on ait le temps de discuter. On peut améliorer le comportement, donc les méthodes d'analyse comportementale. Et là, j'aurais dit un message. Il faut ouvrir en France la porte aux psychologues expérimentalistes. Psychologues cliniciens, c'est important pour les familles, etc. Mais psychologues comportementalistes qui peuvent utiliser les méthodes du comportement qu'on utilise chez l'animal, chez l'homme, etc. Et donc, par exemple, la CRSR dont je vous parlais, le premier auteur, il s'appelle Joe Giacchino, c'est un collègue à nous. Il n'est pas médecin, il n'est pas neurologue, il n'est pas réanimateur, il est psychologue de psychologie expérimentale. Donc, il faut ouvrir de plus en plus pour avoir des nouveaux outils comportementaux. On peut faire d'autres choses que je ne vais pas développer maintenant. Et je vais directement aller au fait de chercher des signatures cérébrales de la conscience. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est le réseau dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais illustrer juste deux idées. La première idée, c'est que je vous ai dit que pour être conscient, il faut qu'il y ait une conversation complexe dans le cerveau à longue distance. Et on peut essayer avec l'EEG, par exemple, et c'est ce qu'on a fait avec Jean-Rémy King, avec Jacob Ossip, Stanislas Dehaene. On a publié une série d'études, et d'autres équipes le font aussi. On peut, au lit du malade, enregistrer l'EEG, et calculer à partir de ça la connectivité fonctionnelle, la communication entre les régions. Et on a pu, avec cette mesure-là, vous voyez, chaque cheveu, là, que vous voyez, c'est le niveau d'intensité de communication entre deux électrodes. Là, c'est le niveau maximal quand les gens ne sont pas malades et sont conscients et éveillés. Là, c'est des malades éveillés et conscients, mais ils sont malades dans un hôpital, en réa, etc. Là, c'est des patients MCS. Et là, c'est des patients végétatifs. Et vous voyez en fait qu'entre ces deux patients, ces deux catégories, c'est ça le plus difficile, c'est là qu'on a du mal cliniquement. Eh bien, ce type de mesure arrivait à faire vraiment une différence entre les patients qui étaient végétatifs ou qui ne l'étaient pas. Et je vous montre un deuxième travail rapidement, avec la même équipe, Jacobo et Jean-Rémy. On a pu, à partir de l'EEG, donc l'EEG au lit du malade qu'on enregistre, et on va bientôt ouvrir ça à la communauté, eh bien, vous enregistrez un examen de 20 minutes de l'EEG, et puis à partir de ça, on le traite par une sorte de pipeline, comme ça, et on a une ANR aussi avec Stein, avec Fabien Perrin à Lyon aussi. Eh bien, on enregistre ces données-là, et on va calculer 92 marqueurs qui sont associés à notre théorie de la conscience, là, comme ça.
Et ensuite, on fait travailler un algorithme qu'on a entraîné sur une base de données, une grosse base de données, avec beaucoup de patients qui sont bien caractérisés cliniquement. Et donc, vous finissez avec la chose suivante. Vous finissez en fait avec un diagnostic clinique. Pour nous, il est VS ou il est MCS. Et vous finissez avec un diagnostic EEG qui vous dit, ah, pour moi, ce patient, il est plutôt VS ou MCS. Et là, je vous montre un des résultats qu'on avait publié dans Brain il y a 2 ans. C'est qu'on avait 75 patients végétatifs, qui pour nous étaient cliniquement végétatifs. La majorité d'entre eux, 50 d'entre eux, étaient confirmés par l'EEG, mais il y avait un tiers, ce qui est énorme, pour lequel l'EEG nous disait ils ne sont pas végétatifs, ils sont MCS. Et la seule façon de savoir si ce que vous voyez c'est du bruit, c'est la limite de votre performance ou c'est autre chose, on s'est intéressé au pronostic de ces patients. Et on a eu la bonne surprise d'observer que le pronostic de retour à la conscience était multiplié par 2 à 6 semaines chez les patients qui étaient considérés comme mieux par l'EEG. Notre algorithme, il n'a rien de magique. Il n'est pas du tout parfait. Il a plein d'imperfections. D'accord ? Je ne vais pas les développer, mais il y en a plein. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut commencer à utiliser des marqueurs d'activité cérébrale qui viennent de l'EEG, qui viennent de l'IRM, qui viennent du PET scan. Et ensuite, il faut s'adapter en fonction de chaque situation, des ressources qu'on a, de l'expertise qu'on a, pour arriver à compléter, en réalité, les outils qu'on a dans les situations difficiles. Il y a des situations qui ne sont pas difficiles, mais dans des situations difficiles. Je termine là-dessus. On peut faire des tâches aussi. On demande aux gens de faire des choses. On rentre plus dans la psychologie. Imaginez que vous jouez au tennis, comme le travail de Adrian Owen il y a quelques années. Imaginez que vous vous promenez chez vous et on peut en IRM ou en EEG commencer à voir si les gens suivent les instructions. Et si vous faites ça, vous pouvez à l'étape d'après demander aux gens de communiquer avec vous. Par exemple, si vous avez envie de me dire oui à la question que je vais vous poser, eh bien vous imaginez que vous vous promenez dans votre chambre. Parce qu'on sait identifier ce marqueur-là. Ou si vous avez envie de me dire non, eh bien vous imaginez que vous jouez au tennis ou que vous nagez. Il y a différentes versions. Donc ça, c'est aussi une autre approche qui est en plein développement. Et là aussi, il faut ouvrir la porte aux chercheurs en neurosciences cognitives pour pouvoir faire ça. Dernière chose, c'est qu'on a pu identifier un marqueur de la prise de conscience. Bon, ça ne marche pas, c'est pas grave. Quand vous voyez un mot à l'écran, par exemple, ou quand vous entendez un son, il y a un premier temps de traitement perceptif dans le cortex qui va prendre à peu près 200 millisecondes, donc c'est long, hein, 2/10 de seconde, et qui vraiment élabore des représentations mentales visuelles ou auditives très riches, très complexes, parfois sémantiques, le sens des choses, d'un mot, etc. Mais sans que le sujet, je parle des sujets contrôle, sans que les sujets contrôle vous disent j'ai vu le mot ou j'ai entendu le son. Par contre, il y a vers 300 millièmes de seconde un événement qui est cette conversation à longue distance. Vous ne pouvez pas le voir sur le film, mais je vous l'enverrai. Et donc on peut le mesurer là aussi avec l'EEG au lit du malade. Alors, c'est une variante de ce que vous avez entendu qui s'appelle la P300 depuis des années dans les potentiels évoqués tardifs cognitifs. On peut travailler là-dessus et proposer un marqueur qu'on appelle la P3B dans un paradigme auditif. Et avec Tristan Beckenstein, il y a quelques années, on avait mis au point une tâche qui s'appelle la tâche du local global, qui est utilisée dans plusieurs centres, qui est discutée, comme tout en science, il y a des discussions, mais qui permet d'identifier au niveau individuel est-ce qu'un sujet a la signature de prise de conscience ou pas. Et donc ce deuxième temps de la perception, on peut le mesurer avec l'EEG. On l'a fait en auditif, je vais vite. Je passe sur le paradigme pour qu'on puisse avoir, que tout le monde puisse participer. On l'a fait en IRM et en EEG intracérébral et en EEG, et on l'a utilisé chez des malades. Et par exemple, ce malade, je vous raconte une histoire, c'était il y a 3 ans, au mois de décembre, un patient qui arrive en réa avec un tableau de coma fébrile. Il est très bien pris en charge, il a une pneumopathie, mais on ne comprend pas vraiment son trouble de conscience. On appelle un de nos collègues, Francis Bolger, qui dirigeait la réanimation neurologique de la salle P, qui est dirigée maintenant par Sophie Demeuré, où Nicolas Weiss travaille, et qui en fait a mis en évidence, il a examiné l'aspect neurologue unijambiste, on est avec le marteau réflexe, il se rend compte que le patient est totalement aréflexique. Il se dit, bon, infection des voies aériennes supérieures, pneumopathie, aréflexie, peut-être qu'il a en fait une sorte de super Guillain-Barré. Il m'appelle, il me dit, moi je pense que le patient est conscient, et il avait fini d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, au bout de 40 minutes d'examen, par trouver une sorte de mouvement volontaire de flexion avec lequel il avait pu faire un code basique de communication. Donc il m'a dit, ce patient est conscient. On l'a enregistré, c'était il y a 3 ans, depuis on en a enregistré plus de 300 patients comme troubles de conscience en général. Et en fait, pour ceux d'entre vous qui font déjà de l'EEG, c'est comme si on enregistrait un sujet normal sous curare. Aucun artefact, pas de mouvement oculaire, pas de EMG, rien. Donc on n'a jamais eu d'enregistrement aussi propre, on va dire. Et donc on a pu enregistrer la première vague inconsciente de traitement des sons et surtout la deuxième vague, cette prise de conscience perceptive. Donc voilà, on l'a fait avec Frédéric Faugeras, avec Benjamin Rohaut. On a beaucoup développé cet aspect-là et qui nous permet d'arriver à une prise de conscience. On l'a fait avec Benjamin sur les mots. On peut l'utiliser avec des mots, voir si les gens comprennent le sens des mots avec la même logique. Je ne vais pas la développer là. On l'a publié. On a montré que les patients végétatifs n'ont pas... Ils peuvent avoir un traitement inconscient des mots, mais ils n'ont pas la deuxième réponse, alors que les patients conscients, minimalement conscients, le groupe l'a. Mais cette mesure-là, par exemple, pour être tout à fait honnête, autant le test auditif marche bien,
parce qu'on a la réponse chez tous les sujets contrôle, mais celui-là est plus fragile, et pas seulement nous, nos collègues d'autres équipes trouvent les mêmes limites. Donc voilà, il faut tâtonner, avancer. Et un travail tout récent avec Claire Sergent, toujours la même équipe, Frédéric et Benjamin, on avait fait une sorte de mini-batterie neuropsychologique où cette fois-ci, en 40 minutes, on enregistre non pas une, mais 8 mesures cérébrales différentes. Et on peut avoir des profils cognitifs, vous voyez. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait se rapprocher de sortes de mini-batteries neuropsychologiques basées sur le signal cérébral chez des patients non communicants. Voilà. Et le point important, c'est de dire que ces outils d'imagerie, ils visent à vous rendre la deuxième jambe que vous avez perdue comme clinicien. Ça veut dire à réinstaurer la place de l'accès à la subjectivité du malade. Mais ça sera une route très longue. Mais en tout cas, on a déjà les premiers éléments de cette route. Voilà. Et je vous remercie pour ne pas empiéter sur le temps. Et voici tous ces collaborateurs.